Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue mais j'ai décidé de prendre la caméra pour parler de l'Open d'Australie 2022. La finale a eu lieu ce matin, alors j'espère que j'ai pas l'air trop fatigué parce que j'ai littéralement dormi 2 heures quasiment cette nuit. J'ai dormi juste avant le Royal Rumble, j'ai dû dormir à peu près 2 heures. Ensuite je me suis fait une longue nuit du Royal Rumble pendant 5 heures pour ensuite faire une petite nuit d'1 h 30, 2 heures pour ensuite enchaîner avec la finale de l'Open d'Australie qui commençait à 9 heures et quelques ce matin et qui s'est terminée à plus de 14 heures. Le match a duré plus de 5 heures. Je pensais pas du tout que ça durerait aussi longtemps et voilà. Un match phénoménal, un match historique, un match pour la légende. Alors il y avait plein de choses en jeu aujourd'hui, avec le départ de Novak Djokovic pour des raisons qu'il n'était pas vacciné. Eh bien, le tournoi a été donc très ouvert, en particulier dans la partie de tableau de Rafael Nadal. Et de l'autre côté, Daniil Medvedev donc pouvait prendre donc 2000 points et devenir numéro 1 mondial à la fin de ce tournoi. Bien sûr, Rafael Nadal était toujours en quête de ce 21e titre du Grand Chelem, mais on va pas se mentir, personne n'y croyait au tout début. Pourquoi? Parce que il était blessé il y a moins de 6 mois et il était même un peu inquiet, Rafael Nadal, pour ceux qui avaient suivi ses interviews, en s'expliquant que tout simplement à 35 ans ça devenait compliqué de pouvoir retrouver peut-être un niveau satisfaisant pour pouvoir gagner des matchs et pouvoir gagner des grands chelems, ça paraissait encore plus improbable. Et Daniil, lui par contre, de son côté, marche sur l'eau depuis quelques semaines. Il a été celui qui a permis d'empêcher Novak Djokovic d'avoir le grand chelem calendaire l'année dernière. Et donc, il était un peu c'est le joueur en forme de cette partie de saison. Et surtout, c'est un joueur qui déçoit très peu Daniil Medvedev, parce que je trouve qu'il est extrêmement bon sur tous les secteurs du jeu. Il est très très bon au service. D'ailleurs, ça va se confirmer lors de ce match. Il est très très bon dans ses déplacements. Il est très très bon en fond de cours. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur dans ce domaine aujourd'hui. Peut-être même devant Novak Djokovic, ça paraît fou, mais pourtant, il est assez indébordable en réalité sur ce sujet-là. Et c'est que quand on le ramène quand on le sort de son fond de cours que là, il est parfois très bon, parfois moins, et donc il peut y avoir des opportunités qui vont se créer, et on en parlera tout à l'heure. Et donc, au-delà de ce match voilà, pour la classe de numéro 1 mondial ou pour le 21e titre du Grand Chelem, évidemment c'était donc ça dont tout le monde parlait, on se disait tous que de toute façon, Medvedev il avait déjà arrêté Novak Djokovic, donc il arrêterait à nouveau Rafael Nadal. Et beaucoup d'entre nous estimaient aussi que Rafael Nadal ne passerait pas en fait jusqu'à là, il n'y arriverait pas parce qu'il avait un parti de tournoi absolument effroyable, avec beaucoup de très grands joueurs, mais certains vont se faire sortir beaucoup plus tôt que prévu. Et donc il va avoir une partie de tableau qui va s'ouvrir entre guillemets et qui va lui permettre de s'en sortir. Et je reviens quand même, quand on regarde sur le papier, quand même, il a affronté Khachanov, Mannarino. Je ne reviens pas au tout début parce qu'au début ça n'a pas forcément d'intérêt, mais Khachanov c'était quand même un joueur très en forme, donc c'est très intéressant. Mannarino, c'était un peu la surprise, mais bon, il se qualifie, donc pourquoi pas. Bon, après il n'avait pas fait illusion face à Rafael Nadal. Le match absolument improbable face à Shapovalov, qui est la révélation, enfin qui fait partie des révélations de ce tournoi, avec son compatriote canadien. Clairement, on a aujourd'hui une génération de Canadiens qui sont en train de monter. Alors de toute façon, ils ne sont pas les premiers à se casser les dents sur le Big Free, hein. Ils n'ont pas été les premiers et donc il ne sera pas le dernier, je vous le dis tout de suite. Mais on sent qu'il y a un potentiel immense chez ce joueur. Et Berrettini, bien entendu, en demi-finale, qui a fait un très très bon match face à Rafael Nadal, mais qui n'a pas su tenir sur la durée. Daniil Medvedev, lui, il semblait aussi avoir un tournoi assez dur, et en même temps pour moi je dirais que c'est surtout les 2 derniers matchs qui se sont complexifiés, parce qu'avant ça c'était plutôt des matchs tout à fait à sa portée. Alors bon, il avait Kyrgios effectivement qui est un local, donc c'était assez compliqué de s'en sortir parce que le public était pas forcément avec lui, même si en réalité Medvedev il est pas trop gêné par ce genre de choses, même s'il va s'en plaindre aujourd'hui, on va en parler. Et puis voilà, Auger Aliassime, qui est vraiment hyper intéressant, qui fait partie donc, de cette nouvelle génération de Canadiens, qui a poussé Medvedev jusqu'au 5e set, mais qui a réussi quand même à s'imposer Medvedev, pour ensuite affronter Tsitsipas, qui est clairement, je trouve, passé à côté, personnellement, en tout cas du match que j'ai pu voir, parce que je ne l'ai pas vu en entier celui-ci, mais j'ai vu une grande partie, et malheureusement il est passé un peu à côté. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, parce que Medvedev était probablement prenable entre guillemets, mais bon, à un moment donné, ça ne tourne pas dans ton sens, ça ne tourne pas dans ton sens. Et donc arrive cette finale, avec un Rafael Nadal qui avait 19 heures dans les pattes, et un Medvedev qui avait 17 heures dans les pattes. Alors 2 heures d'écart, et ça fait 2 sets environ dans un tournoi du Grand Chelem.
Est-ce que vraiment ça faisait une différence? Moi j'estimais que pas tellement, mais ça aurait pu faire une différence je trouve quand les saisons sont assez longues, c'est-à-dire quand on arrive vers le mois d'octobre ou de septembre, où là on commence à avoir à traîner peut-être des petites blessures et une saison qui a été assez longue. Là Rafael Nadal, vu qu'il revenait de blessure, bah, il était un peu tout neuf entre guillemets, et Medvedev lui par contre il est un peu moins neuf parce que lui il a continué de jouer jusqu'au dernier moment, et donc peut-être que pour lui ça a été peut-être un peu plus dur à voir, mais en tout cas c'était le redébut, enfin c'est le début de cette saison, donc c'était assez dur je trouvais que c'était assez équitable en tout cas. Mais il y a un truc qui n'est pas équitable, bien entendu, c'est le fait que Rafael Nadal a 35 ans, et qu'à 35 ans, on ne se remet pas de blessures comme on s'en remet quand on s'en remet quand on en a 20 ou 22. Surtout que Rafael Nadal n'a pas du tout été épargné par les blessures dans toute sa carrière. Il en a eu énormément au poignet, au genou. Vraiment c'est un joueur qui a eu beaucoup de difficultés et qui est toujours revenu de ses blessures. Et d'ailleurs, si on le compare avec un Novak Djokovic qui, lui, les peu de fois où il a été blessé, ce qui a été très peu blessé, Novak Djokovic, on l'oublie souvent, mais c'est un joueur qui a été très souvent là, en fait, il a été très peu absent. Novak Djokovic, la seule fois où il a été blessé, il a mis presque 2 ans à revenir et à trouver un niveau satisfaisant. C'est pour dire à quel point la résilience de Rafael Nadal est assez exceptionnelle. Et quand il a commencé le tournoi, Rafael Nadal, il avait pas d'espoir de gagner. Il disait juste que ce qu'il voulait, c'est reprendre du plaisir. Et il avait gagné un tournoi juste avant de venir, donc il avait fait un max de confiance. Et il disait, voilà, je suis content de pouvoir rejouer à mon maximum et surtout de ne pas avoir de gêne et d'être heureux sur le court. Et tous les éditorialistes, toutes les personnes, je suivais par exemple des vidéos de Winamax qui ont fait des lives tous les jours pour la quinzaine de l'Open d'Australie, qui était globalement hyper sympa à suivre, et qui nous ont dit que plus le match allait durer, et on était tous d'accord sur ce point d'ailleurs, que plus le match allait durer, plus ça allait être à l'avantage de Medvedev. Parce que Medvedev, il a 25 ans et qu'il est capable de tenir bien plus. Et on se souvient d'ailleurs que Rafael Nadal, à Roland Garros, avait pas tenu le duel physique face à Novak Djokovic et avait plongé à la fin du 4e set, enfin même au 4e set d'ailleurs, après le set numéro 2 et le set numéro 3 qui étaient absolument dinguerie monumentale. Bref, voilà, ça c'est le contexte. Un contexte donc où il y a beaucoup de gens voilà, qui ont crié après l'expulsion excusez-moi, de Novak Djokovic. Moi je ne tiens pas du tout à en parler parce que j'estime que de toute façon voilà, la loi c'est la loi et elle s'applique à tout le monde, donc en réalité il n'y avait même pas de question de débat là-dessus. Et d'ailleurs vous constaterez qu'on n'entend pas du tout parler de Novak Djokovic aux États-Unis pour le moment, alors que ce sont les prochains Master 1000 qui arrivent, et parce qu'aux États-Unis si vous mentez sur les papiers que vous présentez à l'entrée, eh bien c'est un crime fédéral, c'est pas un crime genre c'est pas grave on te renvoie chez toi etc, c'est un crime fédéral, donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Là on parle de prison, hein. On parle pas de juste on vous dit au fait Jean-Jacques tu rentres chez toi, non là c'est des peines qui peuvent être beaucoup plus importantes. Ceci étant dit, voilà, je vous ai planté le décor, un Nadal qui arrive avec une blessure assez importante, mais avec un tournoi dans les pattes qu'il a gagné, et globalement en tout cas un tournoi assez satisfaisant. Et de l'autre côté Medvedev qui lui s'est plutôt rassuré sur l'ensemble du tournoi, même s'il a eu quelques petits instants de chute, mais il avait prouvé que sur la durée il était le meilleur. Donc on se disait que plus le match allait durer, plus c'était Medvedev qui allait le gagner. Et moi je faisais partie des gens qui estimaient que en fait pour que Nadal remporte ce match, il fallait qu'il gagne le premier set. Pourquoi? Parce que si Nadal remporte le premier, il faut aller ensuite gagner 3 sets supplémentaires. Vous allez me dire bravo Captain Obvious, mais dans l'idée c'est que Medvedev peut les faire ces 3 sets. Donc il sera pas inquiet. Mais Rafael Nadal, lui, psychologiquement, il sait qu'il lui en reste plus que 2 à faire. Et que donc il va pouvoir donner encore plus, et s'il prend le deuxième, Medvedev, j'étais pas sûr qu'il puisse remonter ça. Et si le 3e set, Nadal ne pêchait pas un peu physiquement, ça pouvait le faire. Et ben alors là, Jean-Jacques Manamirma, ça s'est pas du tout produit comme ça, puisque c'est Daniil Medvedev qui remporte le premier set. Et là, bon moi je l'ai vu, il n'y avait pas photo. Il n'y a pas photo, les 2 premiers points, ils ont duré 22 minutes, je crois, quelque chose comme ça, c'est un truc de malade. Les 2 points chacun, hein, pour arriver à 2-2. C'était un truc de fou. Nadal était en danger sur ses mises en jeu, il a été extrêmement... Il était acculé, vraiment il était acculé. Et du côté de Medvedev, et après derrière il a déroulé, 6-2 dans le premier set. Vraiment, en fait j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match. Les gens d'ailleurs avaient même peur en se disant est-ce que ça va pas être une finale où Medvedev va étrier Rafael Nadal 3-7-0, terminé, 6-2, 6-3, 6-2, tu vois, un truc comme ça un peu méchant mais un peu improbable, mais parce que il semblait pas du tout être en capacité de pouvoir le gêner. Il pouvait pas le gêner en fond de cours, et même quand on l'a demandé de venir, parce que c'est son plus grand défaut, c'est que Daniil au filet il est pas génial, et ben même là il arrivait à retourner et à faire des coups qui étaient relativement justes. Il avait sa première, il avait un bon service. Rafael Nadal, il avait rien de tout ça, pas de bon service, les déplacements ça allait pas, le jeu long ça n'allait pas, le jeu court ça n'allait pas, il y avait rien qui allait. Donc bref, on s'est dit que ça va être un massacre. Et ensuite arrive le 2e set, et là le 2e set, c'est le set de la légende. Le set du mythe, c'est-à-dire que quand tu veux créer une légende, il faut qu'il y ait des émotions.
Si quelqu'un, par exemple, gagne 3-7-0, alors oui, effectivement, t'as le scénario, etc. Mais en fait, ce match-là, si ce 21e titre du Grand Chelem est aussi beau, c'est parce que il a une mythologie. Il y a un mythe sur ce match. C'est pas un match ordinaire. C'est pas une victoire de Novak Djokovic en 3-7 comme on l'a vu si souvent. Comme Rafael Nadal qui gagne en 3-7 à Roland-Garros sans aucune adversité parce qu'il est tellement au-dessus qu'à un moment donné, ça se voit. Là, c'était un match de titan entre deux joueurs qui étaient à leur plein potentiel. Rafael Nadal et Daniil Medvedev étaient à leur plein potentiel et ça se voyait d'ailleurs. Donc il arrive et Rafael Nadal va breaker dans ce set. Et là, tu te dis qu'il y a des opportunités et que là, il les saisit. C'est-à-dire que ça y est, ça va passer, c'est obligatoire. Et malheureusement, des breaks de Medvedev, on l'emmène jusqu'au jeu décisif. Et Rafael Nadal est en possibilité, parce qu'il mène dans le jeu décisif, de s'imposer. Et il ne l'a pas fait. Et là, je suivais le compte Twitter de We Are Tennis, parce que c'est la seule page Twitter que je suis sur le tennis. Et ils ont tous dit, et on s'est tous dit, il va s'en mordre les doigts. Il va s'en mordre les doigts, parce que là, ça veut dire qu'il s'engage dans un combat pour aller en 5-7. Et d'ailleurs, moi j'ai regardé le match sur Eurosport, et sur Eurosport, au début du 3e set, il y avait, alors je sais pas si c'est le cas sur toutes les chaînes, peut-être que vous l'avez regardé ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, si vous l'avez regardé sur Eurosport, il y avait un moment, au tout début du 3e set, où c'était écrit, à partir de ce moment-là, les chances de victoire de Rafael Nadal étaient de 4%, contre 96% évidemment pour Daniil Medvedev. Donc cette statistique, elle est improbable, elle est impensable, elle est infaisable. 4% de chance de remporter un grand chelem après être mené 2-7 à rien. Et voilà. Mais, c'est Rafael Nadal. Et Rafael Nadal, il y a cette magie et il y a cet instant incroyable. Et pourtant, en plus, dans ce deuxième set qu'il perd au final, je l'avais trouvé meilleur, moi, Nadal. Je l'avais trouvé meilleur que Medvedev. Mais Medvedev, il gagne. Il le prend, et là, attention, un élément intéressant, il harangue la foule, un peu, voilà, le côté suffisant qu'on lui connaît, mais attention qu'il n'est pas un mal, parce que j'estime qu'il faut être un peu malade mental pour devenir un grand joueur et un grand sportif. En fait, il faut être malade mental, c'est pas des gens normaux, ces gens-là, voilà, tout le monde ne le devient pas. Et ben en fait, il se crée de la haine tout seul. C'est-à-dire qu'il crée de la haine du public, mais il l'avait déjà fait avant, hein, en se prenant l'arbitre, etc. Enfin bref, il a fait plein de choses, voilà. Mais bon, c'est un joueur qui est pas lisse, Medvedev, donc faut lui reconnaître ça. Et là, il va s'en prendre à tout le monde. Il va s'en prendre au public, par exemple. Il est probablement content qu'il n'y ait pas de public avant, avec le Covid, ça devait l'arranger. Mais là, il y a du public, etc. Et j'ai pas trouvé le public en plus relativement dégueulasse avec lui. C'est juste qu'il a cherché le public pour l'avoir contre lui. Donc, à un moment, bah ça marche, sauf qu'il était en train de nager, il était en train de battre Rafael Nadal. Donc, il était content en fait d'aller chercher le public. En fait, c'est quelqu'un, c'est comme Novak Djokovic, il se nourrit, on va dire, de la haine, il se nourrit des gens, du ressentiment, et donc il était content. En réalité, faut pas réécrire l'histoire. S'il avait gagné 3-7-0 et que le public avait été contre lui, il aurait été ultra content de leur prouver qu'il avait tort, etc., et qu'il était meilleur que les autres, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de débat. Rafael Nadal donc revient avec de nouvelles intentions, et là, il va breaker et réussir à s'imposer dans cette manche 6-4. Medvedev va pas pouvoir revenir. Quatrième set, 6-4 à nouveau. Et là, je peux vous dire que ce troisième et ce quatrième set, c'était insoutenable. Parce que des balles de break, parce que Rafa était incroyable. D'un coup, là, une sorte de deuxième jeunesse qui arrive. C'était fou. En fait, tout ce que je vous ai dit au tout début, bah ça se revoyait plus. Alors par contre, il a fait que 2 aces, je crois, dans le match, ou 3 aces, je sais même plus. Est-ce que j'ai l'info quelque part? En tout cas, il en a fait très peu. Parce que malheureusement, il n'y avait pas de... Voilà, sa première, elle était très compliquée. Alors que par exemple, j'ai le chiffre ici, Medvedev, il en a fait 23. Ce qui fait d'ailleurs que Medvedev, dès qu'il était acculé, hop, il te lançait, il te faisait un ace, tu sais, d'un autre monde. Donc c'était assez improbable. Bref, Medvedev donc, est dans le dur, et il est vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'on le sentait dans le dur. Rafa, lui, était vraiment très efficace, arrivait enfin à trouver cette efficacité. Et là, il y a la magie, c'est-à-dire que il prend le troisième set, il prend le quatrième set, alors qu'il aurait pu prendre en plus le deuxième set. Et que tu le vois en plus, quand il perd le deuxième set, Rafael Nadal, tu vois sur son visage qu'il y a ce côté, putain, je l'ai perdu celui-là, alors que normalement, j'aurais dû le gagner. Et que ça veut dire que je vais pas y arriver. Et il a montré, c'est rare qu'il montre des choses, il montre très peu de choses, alors qu'on se sentait qu'il était fatigué au fur et à mesure. Mais Medvedev aussi était fatigué d'ailleurs. Et là, des ressources, il en a trouvé, et il arrive donc à prendre ce troisième set et ce quatrième set. Et là, il y a le cinquième set. Et le cinquième set, bah en fait, alors que le deuxième set, c'est un set qui pourrait être montré, tu vois, dans les livres d'histoire, tu vois, un peu comme ça. Et il n'y a que Rafa qui
arrive à me produire ce genre de choses, c'est ce genre de match où tu as cette magie. Et on l'avait eu à Roland-Garros contre Novak Djokovic, et Rafael Nadal perd en plus, hein, mais il y avait quand même cette magie, ça changeait rien. Le fait qu'il gagne ou pas, c'était quand même, il y avait quand même cette magie. Et ça, c'est d'ailleurs c'est la meilleure pub pour les matchs en 5-7, hein, ce genre de truc. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de... En 3-7, ce match n'existe pas en fait. Ce match n'existe pas en 3-7. Donc en 5-7. Et donc là, on démarre le 5e set. Ok. Les 2 premiers points sur ma vie, c'était un truc, mais il fallait être cardiaque. J'ai failli me faire mettre un pacemaker, c'était pas possible. Franchement, c'était un truc de fou. On n'était pas bien. Rafa, il est pas loin de breaker Medvedev, il n'y arrive pas. Hop, ça se retourne, Medvedev est pas loin de breaker Nadal, mais il n'y arrive pas. Ça s'enchaîne, et là, Nadal finit par breaker Medvedev. Ouh! Ça y est, là on se dit que c'est bon, l'histoire est en marche, la légende est en marche. Et là sur Eurosport, alors je sais pas si c'est le diffuseur parfois, mais etc., va dans les coulisses et te montre le panneau. En fait, ils ont fait plein de panneaux avec tous les grands gagnants, et enfin tous les gagnants d'ailleurs, et t'avais écrit Rafael Nadal 2009, et en dessous, bah il y avait rien, tu vois, et avec ce côté, j'ai dit mais ne lui fortez pas l'œil, dites pas qu'il va commencer à gagner, parce que c'est pas fait. On a vu des situations, Rafael Nadal a été en possibilité parfois de gagner des matchs en 5-7 et perdre quand même, et à l'Open d'Australie, notamment face à Roger Federer, notamment. Donc j'étais pas bien, je me suis dit c'est pas possible, faut pas faire ça, faut pas lui mettre l'œil, tu vois. Et 2 minutes, enfin un quart d'heure après, Rafael Nadal se fait débreaker par Daniil Medvedev au moment où il sert pour le match, c'est-à-dire au moment le plus dur. Psychologiquement, c'était le moment le plus dur. C'était un moment où normalement tu ne te fais pas breaker, tu fais des coups sûrs. Et là, il arrive à le breaker, à le débreaker donc. On se dit, c'est mort, il ne va pas. Et il y a ce visage de Rafael Nadal. C'était absolument improbable. Il était comme ça, mais tu avais l'impression que il s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Je ne peux pas. Je vais pas y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Il repart. Et là, c'est là le moment en fait où normalement, si tu es dans un scénario de série télé, bah en fait, Daniil Medvedev remporte et puis tu vois, c'est un peu la clim énorme. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qui se produit. C'est que Rafael Nadal break à nouveau et s'impose. 7-5, dernier set. On est passé par toutes les émotions. On n'en pouvait plus. Ce dernier set, on étouffait, littéralement. On étouffait. Le public, il y a même un moment dans le public, on voyait des gens qui ne voulaient même plus regarder, qui mettaient leurs mains sur leurs yeux tellement on voulait plus voir. Tu te dis que la force mentale de ces 2 titans, et je dis pour Medvedev arriver à breaker Nadal à 5-4, tu vois, victoire potentielle à ce moment-là, il faut avoir des ressources absolument titanesques. Je ne sais pas où il a trouvé ces ressources-là pour s'imposer à ce moment-là, mais on était tous en train de se dire, mais il va le faire, c'est absolument dingue. Daniil Medvedev m'a impressionné, bien entendu, mais je le savais déjà. Mais avoir réussi à tenir tête comme ça, c'était fou. Mais c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, donc 21e titre du Grand Chelem. Le GOAT, beaucoup posent la question, parce que c'est posé sur Internet. Est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? Le truc, c'est qu'en fait, on a tout misé sur le Grand Chelem. Pourquoi? Parce que Roger Federer, au tout début, il était le numéro 1 sur les Grands Chelems. Donc, c'était un peu l'argument d'autorité, tu vois, sur la question. C'est, il a le plus de Grands Chelems, c'est le meilleur, etc. Depuis, il a été dépassé, ou même égalé d'ailleurs. Et il y avait cette idée que, de toute façon, maintenant, il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et bien moi, je vais vous répondre, et je vous avais déjà répondu ça, lorsqu'on en avait parlé, il y a 2 ans, quand Rafael Nadal avait remporté Roland-Garros, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit, écoutez-moi bien, j'ai peur qu'à la fin, de toute façon, on n'ait pas de vérité. Il n'y aura pas de vérité. Il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui en gagne 36 ou 37 ou 40 peut-être pour avoir une vérité. Et je suis même pas sûr que à ce niveau-là, est-ce que quelqu'un donnerait une vérité? Je sais même pas. Bon, j'exagère un peu, mais déjà même à 25, tu vois, à 25, est-ce qu'on aura vraiment une vérité s'il y en a par exemple un qui est à 22, un qui est à 20 et un qui est à 23? Je sais même pas si on aura cette vérité parce que tu pourras toujours trouver des records pour l'un, des records pour l'autre, un style de jeu pour l'un, un style de jeu pour l'autre, un physique pour l'un, un physique pour l'autre, un style, un match précis, une situation, des émotions que t'as pas vu avec l'un, que t'as pas vu avec l'autre, etc. Et il y aurait quelqu'un qui viendrait sur un plateau de télévision te soutenir avec toutes ses facultés mentales, que Roger Federer est le numéro 1, le meilleur, le GOAT absolu. Ça peut se justifier. Que quelqu'un avec ses facultés mentales au sommet vienne te dire que Novak Djokovic c'est le meilleur de tous les temps. Ça se justifie également. Et qu'il y ait quelqu'un avec ses facultés mentales toujours au sommet qui arrive et qui te dit Rafael Nadal est le meilleur de tous les temps, ça se justifie également par les stats, par le chiffre, par l'émotion, par ce qu'ils t'ont procuré. En tout cas, les 3 sont en train de faire quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est juste improbable maintenant. Ils banalisent ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, là, Rafael Nadal vient de s'imposer à 21e titre du Grand Chelem après 5-7 à 35 ans, et il y avait des gens qui continuaient de faire le débat avec le GOAT. Mais en vérité, là, il y avait juste, j'ai envie de dire,
Novak Djokovic n'existe pas, Roger Federer n'existe pas. Vous n'êtes pas fan de ces joueurs, etc. Ça n'existe pas. Ils ont créé aujourd'hui un moment mythique, magique. Et que vous soyez fan de Medvedev ou de Rafael Nadal, je pense que vous étiez en train de vivre un moment de transe. De transe. Moi, j'étais en train de mourir dans les 4 derniers points du 5e set, mais j'étais en train de décéder. C'était un truc de fou. C'était un truc de dingue. Le nombre de balles de break qu'ont obtenu chacun au 3e set, au 4e set, mais c'est juste infaisable, impensable, impensable. Et il fallait être 2 pour faire un match pareil. Et c'est ça qui va rester aussi. Parce que même pour le débat du GOAT, d'accord, le débat du GOAT, c'est ce qui va rester aussi, c'est les matchs de titans que nous aurons offert ces 3. Et en plus, des fois, l'un contre les autres, mais aussi contre d'autres gens. Et c'est un truc de dingue de se dire que ces 3 hommes ont vécu à la même période. Et que le débat du GOAT, je sais pas s'il pourra se résoudre, se clore par une question, par un questionnement, par un bilan absolu en disant le mec, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça y est, je peux le prouver par A plus B, j'ai une équation qui va te prouver ça. Je ne pense pas que ce soit faisable parce que Rafael Nadal, moi, c'est mon sportif préféré. Je l'ai toujours dit, c'est mon sportif préféré. C'est pas mon tennisman préféré, c'est mon sportif préféré. De tous, tous sans exception. Parce qu'il représente tout ce que j'aime dans le sport. La dévotion, ne jamais rien lâcher, être à tout, à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même, j'ai envie de dire, cette sympathie qu'il te dégage, ce sourire, cette envie que tu as je veux dire, Rafael Nadal, t'as envie de l'aimer. Il y avait Justine Hénin un jour qui avait dit Rafael Nadal, c'est un peu tu vois, le gendre idéal. Il est gentil, il est sympa. T'as jamais personne qui a eu un mot plus haut que l'autre, tu vois, sur un Rafael Nadal. Ça arrive jamais, tu vois. Alors que sur Novak Djokovic, on sait que c'est un joueur qui est clivant, et très clivant. Roger Federer, lui, pas du tout dans ce débat-là, tu vois, justement d'ailleurs. Mais c'est que ils ont réussi pour les 3 à toucher un public d'une manière, voilà, qui est assez indescriptible. Et le débat du GOAT, moi j'ai pas envie de répondre. Juste, Rafael Nadal, c'est le plus grand. C'est juste que moi, c'est mon plus grand. C'est mon plus grand. Mais parce que pour moi, ce qu'il nous fait là, ce qu'il nous montre, j'ai envie de dire, s'il faudrait l'écrire, tu vois. L'écrire dans des bouquins, dans des romans, dans des choses comme ça, et leur dire, ça existe, il y a un homme comme ça qui existe, et qui a 35 ans, avec le corps cassé de partout, qui arrive et qui gagne un nouveau grand chelem à l'Open d'Australie, alors que c'est le tournoi qu'il a le plus perdu, face à quelqu'un où il va au 5e set, etc. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Voilà. Et ça, Rafael Nadal, cette magie-là, il y en a très peu qui sont capables de me produire ça, tous sports confondus d'ailleurs. Et je le remercie parce que c'était trop beau. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était magique. C'était sublime. C'était un des plus grands matchs que j'ai vu de ma vie une nouvelle fois. Et je remercie la vie tout simplement d'être là et d'avoir pu profiter de ce match-là. Parce qu'en plus c'était à des horaires à peu près regardables pour les Français. Puisque c'était regardable. Ça a commencé à 9h et ça a fait terminer à plus de 14h. Et donc c'était à peu près regardable pour les gens qui le voulaient. Alors quand ça se joue à 3h du matin, c'est un peu plus dur. Mais c'était beau. C'était beau. Et franchement, j'ai failli pleurer tellement c'était beau. Et pour mes nerfs, ça a été terrible. Et j'ai hurlé chez moi. J'ai hurlé le nombre de fois que j'ai hurlé. Mais c'est un truc de fou. J'en tremblais. J'en tremblais. Ce débreak à 5-4 là, je m'en remettrai jamais de ma vie. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, il est à ça, c'est à ça, et il va pas le faire. Et il l'a fait. Voilà. En tout cas, la saison 2022 va nous promettre encore une saison de malade. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Et que, attention, hein, n'enterrez pas les Tsitsipas, Medvedev bien sûr, Thiem, Zverev bien entendu, Novak Djokovic, Roger Federer. Le spectacle va être épique. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je suis tellement heureux d'avoir partagé ce bonheur avec vous parce que c'était incroyable. C'était incroyable. Et pour mon cœur, c'était fou. 21e titre du Grand Chelem. Avec ce match-là. Parce que c'est pas 21e titre du Grand Chelem. C'est 21e avec ce match-là. Je suis admiratif. J'ai même pas mangé. Je le sens, j'ai faim. J'ai même pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je mangerai ce soir. Parce que j'étais l'estomac, je n'aurais pas pu manger en fait. Je pouvais pas.
C'est pas possible. J'ai juste bu une canette de Red Bull, c'est tout. Juste parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est tout. Oh, incroyable. Incroyable. Il banalise l'exceptionnel. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao.